Congo Avenir. Nous fondons une nouvelle expérience politique sur le seul pilier de l'idéologie fondée sur la démocratie, le bien-être intégral de l'homme dans un environnement sain et le bannissement de la domination d'une infime minorité au pouvoir qui accapare les richesses du pays au détriment de la majorité de la population. C'est une fondation basée sur l'idéologie et la justice sociale. C'est la rupture. C'est le combat pour l'instauration d'un nouveau système à visage social de la gauche. Que chacun les comprenne donc. Cette initiative est une déclaration de guerre à l'ordre ancien. Votre présence ici n'est pas un acte de courtoisie, c'est un engagement. C'est le signal que vous comprenez la gravité de l'instant et que vous êtes prêts à accompagner cette révolution qui s'annonce. Aujourd'hui, la coalition de la gauche congolaise fait son apparition. Non pas dans le tumulte préélectoral habituel, mais dans un temps résolument non suspect. Nous ne sommes pas une énième plateforme dictée par des ambitions personnelles ou des calculs politiciens à court terme. Non. La CGC est l'expression de la rupture radicale avec le pratique d'un passé qui nous a trop longtemps asservis. La République démocratique du Congo, un vaste territoire de 2 345 000 km², regorge de ressources naturelles incommensurables. Avec plus de 80 millions de terres arables, elle se positionne comme le deuxième pays au monde en termes de terres cultivables, juste après le Brésil. Peuplée de plus de 100 millions d'habitants, dont près de 60 millions de jeunes, elle est souvent qualifiée de véritable scandale géologique et de poumon du monde. En dépit de ses atouts considérables, et après 65 ans d'existence, la République démocratique du Congo n'a jamais réussi à garantir le bien-être de sa population. Le pays se montre incapable de défendre son territoire, de sécuriser ses citoyens, de les nourrir, de les loger convenablement, de les éduquer, de leur administrer la justice ou encore de protéger son environnement. La raison évidente de cet échec réside dans un système de confiscation du pouvoir du peuple, d'oppression et de prédation. Ces systèmes mis en place dès 1960 par une élite motivée par l'enrichissement personnel s'est enraciné au fil des décennies sous les régimes successifs atteignant aujourd'hui son paroxysme. En effet, depuis son indépendance, la République démocratique du Congo a été maintenue dans une instabilité multiforme et permanente causée ou entretenue par sa minuscule élite politique. Depuis son indépendance, la République démocratique du Congo a été plongée dans un cycle interrompu de crises profondes et multidimensionnelles. L'ambition nationale a été systématiquement sapée par un système de gouvernance prédateur, un modèle érigé dès les premières heures de la souveraineté et scrupuleusement suivi par tous les régimes qui se sont succédés. Ces systèmes dont les mécanismes n'ont cessé de desservir le peuple congolais a permis à une élite de s'enrichir au détriment de la nation tout entière.
Les premières années furent marquées par des mutineries et des conflits internes violents, culminant dans l'assassinat tragique de Patrice Emery Lumumba. Les sécessions du Katanga et du Sud Kasaï, aggravées par une ingérence étrangère récurrente, ont déchiré les tissus nationaux, laissant une économie à l'agonie. Loin d'être de simples tensions, les divisions ethniques ont été sciemment instrumentalisées par ces systèmes, exacerbant les fractures pour servir des intérêts égoïstes. Cette période a sémé les graines d'une frustration populaire grandissante face à l'absence criante des visions politiques, préparant le terrain pour l'enracinement de ces systèmes défaillants qui, malgré les changements des dirigeants, n'a jamais été remise en question. Les décennies suivantes ont vu l'approfondissement d'une autocratie grandissante et d'une corruption systémique. Malgré les tentatives de façade pour créer une illusion de grandeur nationale, ces efforts n'étaient qu'un écran de fumée masquant la réalité d'un système toujours plus enraciné, un système que chaque nouveau pouvoir s'est empressé d'adopter et de renforcer. Des politiques économiques désastreuses, telles que la zarianisation, ont conduit à une catastrophe économique retentissante, dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Pour masquer ces échecs et maintenir un pouvoir absolu, ce système a exercé une répression sanglante, caractérisée par des purges systématiques de toute opposition et des violences massives et barbares des droits de l'homme. L'extravagance obscène et la corruption effrénée, piliers de ces systèmes, ont gangréné chaque strate de la société, détournant les richesses nationales au profit d'un petit groupe d'individus. Même face aux pressions internationales, les ouvertures vers le multipartisme se sont souvent avérées n'être qu'une parodie démocratique, une ultime tentative désespérée de maintenir le système en place. Les transitions politiques ont rarement apporté la stabilité espérée, se transformant souvent en nouvelle ère d'incertitude marquée par la continuation des conflits et une gestion autoritaire. Le système a prouvé sa capacité à se réinventer, à se doter de nouveaux visages, mais sans jamais changer sa nature profonde. Plus récemment, le pays a été secoué par une instabilité politique et militaire chronique. Des accusations massives et non démenties de fraudes électorales ont miné la crédibilité du processus démocratique, alimentant une contestation populaire légitime de la gouvernance. Les abus de pouvoir flagrants et la corruption éhontée ont révélé une kleptocratie institutionnalisée qui n'est qu'une facette de ce système global. Les conflits armés incessants, particulièrement dans l'est du pays, ont plongé des régions entières dans les chaos humanitaires et sécuritaires. La croissance économique, parfois affichée, n'a été qu'une illusion, un mythe conçu pour masquer l'accaparement des richesses par une élite minuscule, entraînant des disparités sociales abjectes et une misère accrue pour la majorité de la population. Tout ceci est le résultat direct du fonctionnement de ces systèmes perpétués de décennie en décennie. En somme, l'histoire de la RDC depuis 60 est celle d'un potentiel immense bridé par un système de gouvernance défaillant et prédateur.
les caractéristiques principales des méfaits ont persisté, prouvant la résilience de ces systèmes. Instabilité politique chronique, corruption endémique, violation des droits humains, instrumentalisation des divisions et un échec persistant à traduire les richesses naturelles en bien-être pour la population. Ce triste héritage continue de peser lourdement sur le présent. Malgré les aspirations initiales à rompre avec le passé, le régime Tshisekedi, loin d'en découdre avec les systèmes préexistants, s'est accommodé de ses rouages, se positionnant ainsi davantage comme son héritier que comme son fossoyeur. Nous avions tenté, au péril de notre vie et de notre liberté, de transformer ces systèmes de l'intérieur. Cependant, nous nous sommes heurtés à une résistance farouche de ces systèmes, incapables de se départir des antivaleurs qui les caractérisent. Face à cette réalité implacable, la solution se conjugue en un seul mot: la rupture. Le peuple congolais ne peut plus se contenter de demi-mesures ou de simples réajustements cosmétiques. C'est pour répondre à cet impératif catégorique et salvateur des ruptures avec ces systèmes d'oppression et pour satisfaire aux besoins d'un système nouveau fondé sur des valeurs essentielles telles que la place prépondérante des hommes et des femmes congolaises au cœur du système, la démocratie, la justice sociale, la répartition équitable des richesses du pays, le travail pour tous, l'égalité et la protection de l'environnement, que nous nous sommes rapprochés pour créer la coalition de la gauche congolaise. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'évocation de ces faits malheureux qui émaillent l'histoire de notre pays était nécessaire. Car, comme l'affirme le professeur Alfred Glosser, je cite, « Décrire les réalités humaines, essayer de les comprendre, c'est peut-être aider à la fois ceux qui exercent le pouvoir et ceux qui leur confient à mieux appréhender ces réalités. C'est aussi concourir, sans sortir de son rôle, à donner toute sa dimension à la politique. » Ces diagnostics nous obligent à faire un constat accablant: l'échec de l'ensemble de notre classe politique. Trop souvent, ces acteurs politiques sont corruptibles ou corrompus, peut-être corrupteurs, détourneurs de fonds publics et parfois même fossoyeurs de la justice. Il est temps de s'arrêter et de déclarer « ça suffit ». Notre peuple a tant souffert de cette situation. Nous devons nous arrêter et dire que maintenant c'est fini. C'est pourquoi nous en appelons à une véritable remise en question de l'ensemble de la classe politique congolaise. Il est essentiel aujourd'hui de réfléchir à la réelle contribution, à l'impact concret que les innombrables partis et plateformes politiques ont apporté à notre pays depuis 60 ans. Jusqu'à ce jour, le bilan doit être analysé avec lucidité
lucidité pour envisager un avenir meilleur. Comme on le sait, les plateformes politiques en République démocratique du Congo n'ont été jusqu'à présent que des constructions éphémères conçues à la veille des élections pour le seul et unique dessein de soutenir un leader autoproclamé éclairé. Ces structures érigées dans l'urgence et dépourvues de toute conviction idéologique profonde sont dissoutes aussi vite qu'elles sont apparues, laissant derrière elles un sillage d'opportunisme et de déception. Elles incarnent, ces structures politiques incarnent la faillite d'une classe politique incapable de s'élever au-dessus des ambitions personnelles et des calculs électoralistes. Fort de ce diagnostic, basé sur l'expérience dans notre pays, la CGC n'est pas une énième plateforme politique dictée par des ambitions personnelles ou des calculs politiciens à court terme venus s'ajouter aux centaines existantes. Non, elle est plutôt l'expression de la rupture radicale avec les pratiques d'un passé qui nous a trop longtemps asservis. Nous naissons des profondeurs de la société congolaise. En dehors des sentiers battus, loin des salons où se décident les destins du peuple sans le peuple, nous sommes l'antisystème par excellence. Notre particularité réside dans le fait que nous rassemblons uniquement des partis politiques et des citoyens qui partagent véritablement le valeur cardinale de la gauche, comme d'ici haut, je cite, la justice sociale, l'égalité des chances, la solidarité, la souveraineté nationale pleine et entière sur nos ressources, la dignité humaine, la protection de l'environnement et une gouvernance transparente et responsable. La CGC ne se construira pas autour d'un homme providentiel, mais plutôt autour d'un leadership crédible, visionnaire, fondé sur une idéologie claire et d'un programme de gouvernance concret. Nous rompons avec la floraison désordonnée des regroupements politiques sans armes pour construire une plateforme politique solide unie par des principes inébranlables. Notre objectif n'est pas de succéder au système actuel, mais de les transformer en profondeur, de ses fondations au sommet, pour bâtir une république au service de tous les Congolais. Nous sommes l'antisystème, ne regroupant que les partis, les Congolaises et Congolais qui partagent les valeurs de la gauche. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, dans les jours à venir, la coalition de la gauche congolaise ne se contentera pas de dénoncer. Nous agirons. Nous participerons. La coalition de la gauche congolaise ne se contentera pas de dénoncer. Nous agirons. Nous participerons dans les débats publics. Nous présenterons à la nation non seulement un guide idéologique dit précis de la gauche congolaise, mais surtout un plan de gouvernance quinquennale détaillé. Ce plan ne sera pas une simple liste de promesses, mais une feuille de route méthodique ancrée dans notre idéologie de gauche qui exposera comment nous allons gouverner. Comme d'ici haut,
Le système de prédation pour assurer sa survie a d'abord effrité l'État, ensuite l'a complètement détruit. À cet effet, la neutralisation du système de gouvernance actuel passe impérativement par la réformation profonde de l'État. Nous concevons l'État comme une superstructure essentielle, sans laquelle aucun changement majeur ne peut être envisagé. Il s'agit ici de l'État dans sa dimension cosmologique, c'est-à-dire doté de l'ensemble de ses capacités anticipatives, défensives et réactives. À cet effet, 6 piliers fondamentaux, l'armée, la police, les services de sécurité, la justice, l'administration publique et la diplomatie constitueront sa partie métaphysique. Compte tenu de sa position géostratégique et fort d'une expérience malheureuse des 30 ans d'instabilité des conflits armés, souvent provoqués par certains de nos voisins, nous déployerons tous les efforts nécessaires pour bâtir une armée forte, disciplinée et bien équipée. À l'horizon 10 ans, nous ambitionnons doter la RDC d'une force armée comprenant entre 500 à 750 000 hommes pourvus d'une logistique militaire tactique de pointe. Notre objectif est de construire un État pacifique et hospitalier en plein cœur de l'Afrique, mais doté d'une doctrine militaire ferme. Je cite: tout acte ou déclaration d'un État voisin susceptible de menacer notre indépendance, notre souveraineté, ou la paix et la sécurité de notre peuple sera considérée comme une déclaration de guerre. Notre objectif est de construire un État pacifique et hospitalier en plein cœur de l'Afrique, mais doté d'une doctrine militaire ferme. Je cite: tout acte ou déclaration d'un État voisin susceptible de menacer notre indépendance, notre souveraineté ou la paix et la sécurité de notre peuple sera considéré comme une déclaration de guerre. Sera dans l'obligation de mener des attaques préventives pour défendre son territoire et sa population. Ceci veut dire que pour des raisons existentielles, la guerre ne sera pas une option, mais une obligation sacrée. Pour y parvenir, la RDC doit acquérir à l'horizon 30 ans les armes stratégiques. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, chaque aspect de la vie de notre nation sera abordé avec des propositions claires et des méthodes éprouvées. Sur le plan de la justice, nous allons restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire en appliquant de manière stricte, sévère et rigoureuse les lois de la République, sans exception ni favoritisme. Nous veillerons à ce que la justice
soit réellement indépendant et ne soit pas biaisé en faveur des riches face aux pauvres, ni à l'avantage de la majorité au pouvoir contre ses opposants. La justice à double vitesse n'aura plus sa place. Sur le plan économique, nous allons promouvoir l'économie sociale de marché pour une croissance inclusive, la diversification et l'industrialisation de notre économie. Cela inclut la transformation locale de nos matières premières, la promotion des premiers avec un accès facile au crédit, pour ainsi faciliter les investissements des partenaires étrangers respectueux des lois de la République. Distingués invités, chers camarades, tant que la classe politique en général et le gouvernement en particulier ne se poseront pas la question suivante: que faisons-nous de nos ressources minières? Tant que l'homme politique congolais ne se posera pas cette question, si nos minerais ne sont destinés qu'à être vendus à l'état brut, permettant aux dirigeants de s'en partager le prix, de les blanchir dans des paradis fiscaux ou encore d'investir dans des projets immobiliers à Dubaï et ailleurs, pour que le Congo engendre réellement la voie du changement et du développement, nous devons transformer localement nos matières premières, les donner de la valeur ajoutée et favoriser la création d'emplois durables et l'industrialisation des emplois. Pour y parvenir, nous allons appliquer un taux fiscal unique réduit à 10% pour ceux qui produiront pour la consommation des Congolais. 2. Appliquer une exonération totale d'impôts et taxes pour tout produit transformé localement destiné à l'exportation. 3. Appliquer un taux douanier élevé sur tous les produits importés qui font partie des produits transformés localement pour protéger la production locale. 4. Imposer une taxe de transformation sur les minerais exportés sans valeur ajoutée locale. 5. Enfin, encourager le partenariat industriel pour transformer les lithium, les cuivres, les cobaltes chez nous. Nous mettrons en place 3 réformes majeures pour bâtir une économie digne et souveraine. Premièrement, nous imposerons la budgétisation zéro. Ceci voudrait dire que chaque franc public dépensé devra être mérité. C'est dire que le budget de l'État ne sera plus basé sur l'habitude, ni sur les privilèges, mais sur le besoin du peuple. Ceci sous-entend zéro dépense reconduite automatiquement. Chaque ministère, chaque province, chaque projet devra justifier ses besoins avec des preuves. Les priorités seront l'éducation, la santé, l'énergie, l'agriculture, la sécurité sociale, j'en passe. 2. Une fiscalité juste, simple et numérique pour relancer la production. Chaque contribuable aura un identifiant fiscal biométrique. Fini les doublons
les fraudeurs et les victimes. 3. L'économie populaire et productive. Chaque Congolais vivra de son travail, car nous croyons à la force des bras et des idées congolaises et non aux aides étrangères. Sur le plan des infrastructures, nous visons un développement équitable qui connecte nos provinces, facilite les commerces et garantit l'accès aux services essentiels. Sur le plan social, nous mettrons en place des programmes sociaux spécifiques, bien planifiés, pour des catégories de personnes bien identifiées. Ainsi, nous faciliterons l'accès aux services sociaux de base à tous, si je cite l'éducation, la santé, l'eau, l'électricité, les transports et j'en passe. Sur le plan diplomatique, nous allons mener une politique étrangère souveraine, respectueuse de nos intérêts nationaux et œuvrant activement pour la paix et la coopération régionale. Sur le plan de l'environnement, nous assurerons une gestion durable de nos ressources naturelles, faire face aux défis climatiques et préserver notre biodiversité. Sur le plan de l'administration, nous allons procéder à l'organisation du recensement général de la population et du patrimoine, tant des personnes physiques que morales privées, ainsi qu'à l'audit du patrimoine public et privé de l'État. Enfin, de constituer un fichier national intégré au service du développement et de la sécurité nationale. Cette démarche permettra également de dématérialiser notre administration, la rendre plus flexible et lui conférer le moyen de conduire la RDC vers l'émergence. Ce plan de gouvernance sera le reflet de notre engagement à répondre à toutes les questions de société sous le prisme de l'idéologie de la gauche. Il constituera le contrat social que nous proposons au peuple congolais, un contrat de confiance, de justice et de progrès. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, comme vous le savez, la partie orientale de notre pays est actuellement en proie à la guerre nous imposée par un État voisin, le Rwanda. Membre de l'ONU, de l'Union africaine et des organisations sous-régionales. Cet acte n'est ni moins ni plus une agression. Défini par la Charte des Nations Unies à son article 39 comme acte perturbateur de la paix et la sécurité internationale, ainsi que d'autres instruments juridiques internationaux. Face à cette situation humiliante qui menace notre existence en tant qu'État-nation, on aurait voulu voir le pouvoir en place agir avec fermeté face à ces petits pays qui ne fait que verser le sang des Congolais, et c'est là, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui encourage les États à user de leurs droits naturels de légitime défense lorsqu'ils font l'objet d'une agression armée. Ce n'est pas la force du Rwanda qui nous a servi. Ce n'est pas parce que le Rwanda est fort, mais bien les systèmes de prédation érigés en RDC qui nous a rendus faibles. Mesdames et messieurs, mes invités, chers camarades, face à l'incapacité du pouvoir en place de sécuriser les Congolais,
de protéger l'intégrité territoriale de notre pays et au regard de l'ampleur de cette tragédie nationale, nous mettons aujourd'hui la communauté internationale et en particulier le Conseil de sécurité de l'ONU et l'Union africaine devant leurs responsabilités historiques. Ces organisations internationales ne peuvent rester passives face à l'occupation avérée d'une partie de notre territoire par une armée étrangère et face au discours séparatiste visant des résultats incalculables, conçus pour paver la voie à la balkanisation de notre chère nation. C'est pourquoi la coalition de la gauche congolaise propose une approche de dialogue à double niveau, exigeant l'action résolue de la communauté internationale. Premièrement, nous proposons le dialogue entre Kinshasa et Kigali. L'accord issu de ce dialogue mettra fin à l'agression et recommandera le retrait des troupes rwandaises sur le territoire congolais. Nous souhaitons que le Rwanda et la RDC soient amenés à trouver un terrain d'entente sous la pression et l'ingénierie diplomatique de toutes les organisations internationales. Tous les processus déjà engagés, des Doha aux approches de Luanda et de Nairobi intégrés au processus de Lomé, en passant par le processus de Washington, doivent impérativement aboutir à deux objectifs non négociables. Un, la cessation immédiate des hostilités et le retrait inconditionnel de l'armée rwandaise de notre sol. Ce retrait devra ensuite être rigoureusement surveillé et contrôlé par le Conseil de sécurité de l'ONU avec des mécanismes de vérification impartiaux et concrets. Deux, les dialogues global et inclusifs entre Congolais pour une cohésion nationale durable. Tout en félicitant le Conseil de sécurité de son implication dans la résolution de la crise en RDC à travers la résolution 2773, la coalition de la gauche congolaise demande fermement au Conseil de sécurité de l'ONU, appuyé par l'Union africaine, de prendre une résolution contraignante pour pousser le pouvoir de Kinshasa à convoquer sans tergiverser un dialogue national inclusif, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, notamment dans son chapitre 6. Et des actes constitutifs de l'Union africaine, tels que le protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité, ces organisations ont le mandat et la responsabilité d'agir lorsque la paix et la sécurité internationale sont menacées. Ces deux organisations internationales devront non seulement garantir la bonne tenue de ces pourparlers par la désignation de la médiation, mais aussi l'application sans faille de l'accord politique qui en résultera. Un tel dialogue, conduit sous une médiation internationale crédible et neutre, serait le seul à garantir que les résolutions adoptées ne restent pas lettre morte, comme ce fut malheureusement le cas par le passé, notamment avec certaines résolutions de la Conférence nationale souveraine en 1992 et le dialogue de la CENICO en 2016. Nous avons déjà constaté comment la mauvaise volonté politique et la coalition de certains Congolais avec les ennemis de notre pays ont permis de violer impunément ces engagements, poussant certains à prendre les armes. La rupture
que la coalition de la gauche congolaise propose est aussi refuser catégoriquement les dialogues avec les arrière-pensées, refuser les agendas cachés. C'est la rupture avec toute forme de manipulation interne ou externe. Cet appel est non seulement pressant, mais vital. La CGC lance donc cet appel solennel à la communauté internationale à se montrer à la hauteur de ses responsabilités face à cette tragédie qui marque l'histoire de notre monde. À ce sujet, la coalition de la gauche congolaise s'oppose à toute idée de diviser les Congolais en deux camps. Tant nous nous opposons à ceux de nos compatriotes qui ont pris les armes contre leur pays, autant nous condamnons la mauvaise gouvernance, les détournements des deniers publics, l'instrumentalisation de la justice, les arrestations arbitraires, l'acharnement politique contre tous ceux qui ne partagent pas la même vision que les dirigeants, le mensonge, le tribalisme, la manipulation, les violations massives des droits de l'homme par le pouvoir de Kinshasa. La coalition souligne que le patriotisme ne se limite pas des déclarations, mais se manifeste par des actions concrètes. Nous appelons tout le monde à l'humilité et au dépassement de soi pour sauver notre pays. C'est aussi l'occasion pour nous d'interpeller le chef de l'État en lui demandant de prendre ses responsabilités face à l'histoire, en commençant par la libération de tous les prisonniers politiques, militaires comme civils. C'est le cas de citer notre ami, notre camarade Jacques Ndala. Ensuite, d'écouter la voix de la sagesse qui voudrait qu'un dialogue inclusif entre les Congolais soit convoqué pour mettre fin à la guerre dans notre pays avant qu'il ne soit trop tard. Nous lui disons que l'heure est grave. Et ce n'est ni le moment de prêter oreille aux tambourinets et aux chants de sirène. Nous disons que l'heure est grave. Et ce n'est ni le moment de prêter oreille aux tambourinets et aux chants de sirène, ni de tergiverser par notre pays pour un danger de balkanisation comme jamais auparavant. Nous lui disons qu'il sera le seul à porter la responsabilité de l'histoire si l'irréparable arrivait à notre pays. Chers compatriotes, chers camarades de la CGC, l'ère de la rupture a sonné, l'ère de l'antisystème est arrivée. Ensemble, bâtissons la République démocratique du Congo que nous méritons. Une république où l'égalité, la solidarité, la justice sociale, la protection de l'environnement, le progrès, la tolérance et la liberté règnent en maître, constituant les piliers inébranlables de notre nation. Et vive la coalition de la gauche congolaise, et vive la République démocratique du Congo.